Alors là, on va rentrer dans les choses ludiques. On va rentrer dans le Fever Game. Vous avez vu sur votre petit proceeding qu'on va jouer maintenant. C'est pas la fièvre du samedi soir, c'est la fièvre du jeudi matin. Et donc, on va rentrer dans les cas cliniques et on va vous faire participer. Donc, le premier cas clinique, c'est moi qui ai l'honneur de le présenter. Et donc, alors, j'ai pas le... C'est la figure. Voilà. J'avais oublié le petit truc dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce premier cas clinique, c'est le cas d'un poulain, selle français de 1 mois, qui est né d'une mère porteuse début avril 2020 et qui vient d'un élevage en Vendée. Et ce poulain n'a pas présenté de problème depuis sa naissance. Donc, comme on a dit tout à l'heure, toutes les choses sont importantes dans l'histoire des chevaux ou des poulains, en l'occurrence, là, qui sont présentés. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de son histoire. Et donc, le 3 mai 2020, ce poulain est abattu. Alors, excusez-moi, parce que c'est une pouliche. Elle présente une température rectale élevée, elle est à 40,2, et une augmentation de sa fréquence respiratoire. Alors, on va avoir première question, et là, je m'adresse uniquement aux socioprofessionnels qui sont là, donc pas les vétérinaires, s'il vous plaît, puisque c'est eux qui sont en contact en premier avec ce poulain, donc les détenteurs, cavaliers, propriétaires, voilà, qui vont être en contact avec ce petit poulain qui a 40,2 et qui a une augmentation de sa fréquence respiratoire. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Attendre, faire une injection de calmalgine si vous en avez dans la pharmacie, faire un bain d'alcool au poulain ou appeler le vétérinaire. Et je vous propose de réafficher le QR code à flasher parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints depuis ce matin. Vous pouvez donc participer soit en flashant avec votre appareil photo sur votre smartphone le QR code ici. Vous pouvez aussi vous connecter sur votre navigateur sur le www.wooklab.com /resp 2021 et voter, ou sinon par SMS en envoyant @resp 2021 au 06 44 60 96 62 quand vous voulez. J'ai l'impression d'avoir une hôtesse de l'air derrière moi. Je fais la météo aussi, si vous voulez. Et donc, je relance pour que tout le monde qui a pu se connecter puisse voter. Pardon, excusez-moi. Alors, attendez, je remets le QR code un peu plus longtemps pour que tout le monde puisse le flasher. Et si vous êtes avec nous en distanciel, vous pouvez aussi flasher votre écran ou ouvrir une nouvelle fenêtre et participer sur un autre onglet de Internet. Je relance une troisième fois pour que vous ayez l'opportunité de noter. Il n'y a que 37 personnes. Après, il y a peut-être beaucoup de vétérinaires qui, comme je l'ai dit, n'ont pas le droit de participer. Puisque... Après, s'il y a des propriétaires vétérinaires, ils vont s'appeler eux-mêmes, vous allez me dire. Donc, Alors, le suspense est à son comble et nous allons voir donc les résultats. Appeler le vétérinaire dans 93% des cas et 4% attendre et 2% faire une injection de calmagine. Donc vous avez bien écouté ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure. Effectivement, on ne fait pas un bain d'alcool ou un bain d'eau froide au poulain et on appelle le vétérinaire. Alors c'est vrai que... moi, quand j'ai eu des enfants, je vais vous raconter ma vie, on m'a dit surtout fièvre pendant 24 heures, on ne fait rien, on attend et puis on voit le médecin plus tard. C'est vrai que sur un cheval adulte, on peut se dire qu'on peut attendre. Sur un poulain qui est dans cet état-là, on peut se dire qu'effectivement, il vaut mieux faire quelque chose rapidement. Donc, appel au vétérinaire. Bravo aux 93% qui ont répondu à cette question. Donc, le vétérinaire traitant arrive, donc le 3 mai, il y a un traitement anti-inflammatoire stéroïdien qui est donc de la flunixine méglumine, qui est
Non stéroïdien, pardon. Non stéroïdien, bien sûr. Je voulais voir si les gens suivaient, donc merci Richard. Pour faire diminuer la température. Et il y a un antibiotique qui est administré au poulain, qui est de la pénicilline, qui est donc un traitement qui est débuté. Le 4 mai, il y a une pyroplasmose qui est suspectée, donc le poulain reçoit une dose de Carbésia, donc qui est de l'imidocarbe, et le 5 mai, il présente une dégradation de son état général, avec une tachycardie, donc une augmentation de sa fréquence cardiaque, une tachypnée, une augmentation de sa fréquence respiratoire qui sont très sévères, et une hyperthermie persistante au-dessus de 40 degrés de température. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire à ce stade? Et là, dans ces cas-là, je m'adresse au vétérinaire, le vétérinaire traitant, donc, qui est venu voir ce poulain. Est-ce que vous souhaitez faire des examens complémentaires? Est-ce que vous souhaitez traiter le poulain sur place? Est-ce que vous souhaitez référer le poulain? Ou est-ce que vous souhaitez euthanasier le poulain? On va peut-être relancer une fois parce qu'on n'a que 30 personnes qui ont voté. Allez, plus que 5 secondes. Hop, c'est terminé. Alors, dans 72% des cas, faire des examens complémentaires avec 11% de le traiter sur place et 17% donc de référer le poulain. Donc, les examens complémentaires pouvant effectivement, bien sûr, se faire sur place. Et c'est bien, 0% qui ont décidé d'euthanasier le poulain tout de suite. C'est plutôt encourageant. Dans ce qui concerne les examens complémentaires, donc on peut effectivement, Isabelle a bien insisté dessus, de commencer déjà par faire une prise de sang, un bilan sanguin avec des paramètres de numération formule et de la biochimie. On peut aussi aller rechercher l'agent pathogène, donc on peut suspecter un problème respiratoire avec, par exemple, un problème viral aigu. On peut suspecter effectivement une pyroplasmose ou autre problème hématogène. On peut faire des échographies pulmonaires, abdominales, l'échographie du poulain, ombilique, etc. On peut le traiter sur place. Il faut faire attention néanmoins quand même à son état d'hydratation parce qu'effectivement, on a fait des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans savoir forcément comment le poulain était hydraté, et on peut abîmer le rein dans ces cas-là. Donc voilà, et référer, oui, bien sûr aussi. Donc le vétérinaire choisit de faire sur place une radiographie et une échographie pulmonaire qui n'ont pas montré d'anomalie donc au niveau du système respiratoire. Il a décidé dans ces cas-là d'administrer de l'oxytétracycline, qui est donc un autre antibiotique par rapport à celui qui avait été débuté au début, et de la calmagine, et il est quand même référé, donc le Cisco, c'est notre clinique à l'école vétérinaire de Nantes, pour une prise en charge médicale. Il arrive chez nous donc le 5 mai, il est abattu, il présente des signes d'inconfort modéré. Je ne suis pas très sûre que ce soit très français, mais bon, voilà. Tout le monde aura compris un peu que le poulain n'est pas très bien. Il a une note d'état corporel tout à fait correcte. Il a une température normale au moment où il arrive chez nous. Il a une fréquence cardiaque de 126 battements par minute avec pas d'autres signes. Par contre, il a des muqueuses très pâles avec un temps de recoloration qui est pour le coup normal. Une fréquence respiratoire qui est très augmentée, à 118 mouvements par minute, avec une dyspnée inspiratoire et expiratoire. Rappelez-vous des courbes que vous a montré Isabelle. Donc le poulain, en fait, il est en véritable détresse respiratoire, comme l'était la jument qu'on a vue tout au début. Des bruits respiratoires augmentés, sans autre anomalie, à l'auscultation pulmonaire. Donc je vous rassure aussi, déjà sur un poulain, on n'a pas besoin de faire des tests avec un sac au bout du nez, et que surtout sur un animal en détresse respiratoire, on ne va pas s'amuser non plus à aller lui mettre un sac au bout du nez. Et il y a une diminution des bruits digestifs et un abdomen qui est un petit peu ballonné. Donc, on commence par quoi?
on va commencer par, effectivement, comme l'a dit Isabelle, la base, c'est-à-dire la numération formule et éventuellement donc des paramètres biochimiques. Donc qu'est-ce qu'on voit là sur cette... Alors j'ai un petit pointeur ici. On voit que les globules blancs sont normaux, il y a une petite neutropénie, donc des neutrophiles qui sont un petit peu plus bas que la normale, mais par contre, le poulain, donc si vous regardez les normes ici, la norme basse de l'hémoglobine c'est 10, il a 3,7 d'hémoglobine, et la norme basse de l'hématocrite c'est 30-32, et il a 8% d'hématocrite, donc il a une anémie très sévère. Et en même temps, il a quasiment plus de plaquettes, puisqu'il a 23 000 de plaquettes, alors que la norme basse est autour de 140 000, enfin 100 000, 140 000. Donc là, c'est pareil, on peut se dire, est-ce que c'est un problème de laboratoire? Parce qu'Isabelle a parlé effectivement de ces problèmes qu'on peut rencontrer, mais là, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Et puis, effectivement, nous, à l'école, en tout cas, on fait toujours des lames pour vérifier ce qu'il y a. Et il n'y a pas d'agglutination en rouleau, et ce sont les vrais, c'est le vrai comptage. Au niveau de la biochimie, on en a parlé aussi. On dose la bilirubine pour voir effectivement s'il y a une hémolyse. On a un taux de bilirubine qui est augmenté, et on a une albumine aussi qui est particulièrement basse, avec des protéines totales qui sont basses également. Donc tout ça, ça signe aussi qu'il peut y avoir des pertes, et puis bien sûr qu'il peut y avoir, qu'il y a chez ce poulain-là une hémolyse. On a aussi fait un ionogramme qui nous montre un certain nombre d'anomalies, et surtout une hypoglycémie qui nous montre que le poulain probablement n'a pas tété depuis un petit moment et est probablement déshydraté, même si avec la prise de sang et l'hématocrite ça se visualise pas, parce qu'il est anémie très très sévèrement. Donc on a une anémie sévère qui est associée à une hyperbilirubinémie compatible avec une hémolyse sévère d'origine, on va dire indéterminée pour l'instant, auto-immune et ou infectieuse, ou alors et ou inflammatoire, une discrète neutropénie qui peut être compatible avec un processus inflammatoire, une hypoalbuminémie qui est modérée, qui est compatible avec une perte et ou une diminution de la production d'albumine, et une hypoglycémie sévère qui est compatible avec une anorexie, donc le fait que le poulain n'ait pas tété, et qui peut être aussi secondaire donc à tous ces problèmes. Donc, dans les hypothèses, maintenant je vais vous redonner la parole. À votre avis, est-ce que ça peut être un problème infectieux, oui ou non? Et là, tout le monde a le droit de voter, hein. Les vétérinaires, pas les vétérinaires. C'est comme dans les cours de code de conduite, là. Hop, c'est terminé. Donc, il y a 77% d'entre vous qui pensent que ça peut être un problème infectieux et 23% qui pensent que ça peut ne pas être un problème infectieux. Donc, ça m'intéresserait, ou ça m'intéressera après de savoir ce que vous en pensez par rapport à qu'est-ce que ça peut être si effectivement ce n'est pas un problème infectieux. Qu'est-ce que ça... Et si donc effectivement on part sur une hypothèse infectieuse, est-ce que pour vous ça pourrait être sur ce petit poulain de 1 mois de la rhodococose, une anémie infectieuse, de la pyroplasmose ou une maladie de Lyme? Avec une expression clinique. Ouais, on va relancer un petit peu parce que là on n'a que 40 personnes qui ont voté. Allez. Ça plafonne à 65. Allez, on peut regarder les résultats. Ah, bah alors on est un tiers quasiment. Donc un tiers de rhodococose, un tiers d'anémie infectieuse, un tiers, enfin 40% de pyroplasmose, donc un peu plus, et 1% de maladie de Lyme.
Jean-Luc, tu as voté. Alors, donc, ah oui, pardon, alors le diagnostic. Mais oui, on continue dans le diagnostic parce que je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire là? Vous êtes donc le poulain est en clinique. Est-ce que vous souhaiteriez avoir un diagnostic plus précis? Donc, comme vous l'a dit Isabelle, avec un frottis sanguin, un test de diagnostic rapide, comme Pierre-Hugues nous en a parlé tout à l'heure, un test PCR en laboratoire ou une sérologie en laboratoire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme diagnostic pour confirmer vos hypothèses cliniques? On va relancer peut-être un peu. Oh non, vas-y. Ouais, c'est bon. Après, vous avez droit qu'à une seule réponse, hein, c'est ça? Donc oui, c'est vrai. On aurait pu faire plusieurs réponses parce qu'il y a plusieurs réponses possibles, on est d'accord. On est d'accord. J'entendais Jean-Yves râler, donc je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc frottis sanguin, quasiment 40%, test de diagnostic rapide 14%, test PCR 32% et sérologie 15%. Donc le frottis sanguin, alors oui, évidemment, comme vous l'a dit Isabelle, si on ne fait pas de frottis, de toute façon, effectivement, on ne trouvera pas d'anomalie, donc c'est bien d'en faire un. Si on ne trouve pas d'anomalie, on passe à l'étape d'après. Si on en trouve, ça peut nous aider quand même dans le diagnostic. Les tests de diagnostic rapide, si on en a sous la main, pour le coup, ça, ce sont un vrai cas où on peut les utiliser, où on a un cheval ou un poulain qui soit clinique, donc qui soit hypertherme, qui ait de la fièvre, et sur lequel, effectivement, l'avantage de ces tests, c'est qu'on est au chevet du patient et qu'on a une réponse rapide, on va dire, en 20-30 minutes. Et là, ça peut nous aiguiller, effectivement, tout à fait sur le diagnostic. Attention, comme l'a dit Pierre-Hugues tout à l'heure, à ces tests et à leur utilisation, parce que effectivement, moi j'ai tendance à dire que, je ne sais plus comment tu l'as exprimé tout à l'heure, mais c'est que certains de ces tests ont des emplois, des modes d'emploi pour les blondes, hein, le petit tube rose dans le truc rose et le petit truc vert dans le truc vert, donc j'y arrive personnellement. Mais ça veut dire aussi que, comme l'a dit Pierre-Hugues aussi, il ne faut pas le faire comme ça n'importe comment et qu'on peut avoir des mauvais résultats parce que c'est mal fait. Déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, on peut avoir aussi des résultats négatifs pour d'autres raisons. Et moi, j'aurais tendance à dire que si on a un résultat positif, c'est très bien et ça nous aide. Si on a un résultat négatif, il ne faut pas se priver d'envoyer un écouvillon dans un laboratoire pour être certain du résultat. On pourra discuter de certains cas qu'on a eus, mais franchement, c'est l'expérience qu'on en a. Les tests PCR en laboratoire, oui. Il faut le délai, effectivement, d'envoyer le test au laboratoire et ensuite le délai que le laboratoire réponde. On va dire, dans le meilleur des cas, on peut avoir un résultat en 24 heures, 48 heures. Parfois, c'est plus long. Et donc, effectivement, d'où les coups de fil répétés parfois au laboratoire, au responsable de la virologie, qui en a ras-le-bol quand il entend Oniris et qui raccroche avant même de nous répondre. Non, c'est pas vrai. Alors, donc, ce petit poulain, pour répondre à votre question, pour répondre à la question que tout le monde se pose finalement, qu'est-ce qu'il avait? Donc, il avait cette anémie très sévère. Il avait un pronostic qui était très mauvais. On a voulu donc le transfuser, mais il est décédé dans la nuit. Et en fait, c'était un cas de babésiose équine suraiguë avec... alors, l'épidémiologie, vous ne l'avez peut-être pas noté, mais sur la première diapositive, j'ai dit que ce poulain venait d'un élevage en Vendée. Nous, en fait, dans la région de Nantes, on a vraiment une zone très endémique de pyroplasmose en Vendée. Peut-être à cause des marais vendéens, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. Et quand on a des chevaux ou des poulains qui viennent de cette région-là, on fait toujours très attention. Et il y a toujours effectivement, quelque part,
la pyroplasmose qui est dans un coin de nos têtes. J'ai failli dire pyro. Mon Dieu. Donc la région à risque, la fièvre élevée avec l'abattement, l'anémie et la thrombocytopénie très sévère et la bilirubinémie. On avait chez ce petit poulain un frottis où on voyait très bien les inclusions donc, de Babesia. Donc on a eu notre diagnostic tout de suite. Et on a eu aussi le diagnostic à ce moment-là, on n'avait pas les tests rapides à la clinique et on a eu un diagnostic de confirmation après avec le laboratoire et une PCR. Je n'ai pas insisté tout à l'heure sur la sérologie, mais on ne fait pas de sérologie sur des animaux qui sont cliniques et hyperthermes. On demande des PCR. Hein. La sérologie, ce n'est pas le bon outil pour ça. Donc voilà. Donc ce premier cas qui vous est présenté là, c'est vraiment un cas typique. Nous, en fait, en clinique, on en voit finalement peu, hein, parce que c'est vraiment des cas qu'on voit sur le terrain. De ces cas aigus ou suraigus, en tout cas, qui font mourir les chevaux ou les poulains en 24 ou 48 heures. Donc, tout n'est pas de la pyroplasmose, comme l'a dit Isabelle à la fin de sa présentation, mais effectivement, parfois, ça en est. Et on a certains éléments, effectivement, c'est un peu comme on vous l'a dit, hein, un peu comme une enquête, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments d'épidémio, des éléments cliniques, des éléments de laboratoire, et tout ça mis bout à bout fait qu'on arrive effectivement à un diagnostic, à un traitement, mais qui parfois, comme dans ce cas-là, n'est pas suffisant pour les garder en vie. Voilà pour ce premier cas. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors peut-être qu'on va prendre le micro. Je ne sais pas si tu peux faire Monsieur Loyal, Pierre-Hugues. Si tu aurais pu le faire. Qui est-ce que vous voulez la parole ? Là. Oui, je suis éleveur, simplement. La question, c'était un poulain naissance, d'après ce que j'ai vu là. Il avait 1 mois. Ah oui, d'accord. Parce que c'était pas lié in utero. C'est ça que je voulais savoir. Ça peut. En fait, on peut avoir des transmissions in utero, donc on peut avoir effectivement. Alors la mère, je ne l'ai pas mis dans l'histoire du poulain parce que c'était presque trop facile, mais effectivement la mère avait aussi un historique d'avoir des épisodes de pyroplasmose. D'où ma question. La semaine prochaine, il y a des ventes à Deauville avec des juments qui ont eu un test pyroplasmose. Quel est le risque pour un acheteur d'une jument qui a eu un test pyroplasmose? Positif, vous voulez dire? Oui, positif, oui. Alors, en fait, il y a 2 agents donc, de la pyroplasmose, Theileria et Babesia. Babesia a fait ces cas-là suraigus, etc. Et les chevaux, en général, quand on les traite, s'en débarrassent. Donc, en fait, on n'a pas forcément de porteurs chroniques et donc de chevaux qui vont présenter des problèmes à long terme avec Babesia. Par contre, avec Theileria, comme l'a dit Jean-Luc Cadoré dans sa présentation, on a des chevaux qui sont porteurs chroniques et qui vont, un peu comme les herpès viroses ou un peu comme la gourme, à la faveur d'un stress parfois, ressortir cette pyroplasmose et faire une pyroplasmose clinique. Donc effectivement, il y a un risque sur les chevaux qui sont porteurs et c'est pour ça qu'on a tellement de soucis avec les exportations, notamment vers les États-Unis, qui se proclament, on va dire, zone indemne de pyroplasmose, alors qu'en fait, ils ont des cas de pyroplasmose, mais il ne faut pas le dire. Et donc voilà, ces chevaux-là peuvent avoir un risque effectivement de réexcréter à un moment donné, enfin pas de réexcréter, mais de ressortir une pyroplasmose. Et de transmettre in utero au foal. Oui, aussi. C'est ça qui est important quand même. Mais là, pour le coup, si c'est Babesia, ça ne va pas forcément être le cas, sauf si la mère, en fait, a fait un épisode clinique en étant gestante. Mais sans ça, c'est quand même assez rare. Et pour Theileria, ça l'est encore plus. Merci. Il y avait une autre question devant, je crois, Pascal, et puis après, il y avait Sophie, là-bas. Oui, tout à l'heure, tu parlais qu'il y a eu présomption de pyro et donc Garbesia qui ont été donnés. Il n'y a pas eu d'analyse qui avait été faite à ce moment-là? Non. Et est-ce que ça aurait changé les choses? De faire une analyse à ce moment-là? Ouais. Non, pas spécialement, parce qu'effectivement, enfin, le vétérinaire, en étant dans la région, cette région endémique, etc., a effectivement eu la suspicion, on va dire clinique, d'avoir une pyroplasmose et a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une injection de Carbesia à ce moment-là. D'avoir le diagnostic, ça aurait permis peut-être de faire une injection 48 heures après, mais ça aurait rien changé, je pense, enfin, même je suis sûre pour ce poulain, quoi.
Moi, Anne, j'avais une question sur la couleur des muqueuses. Oui, Parce que dans l'examen clinique, tu nous dis qu'il a des muqueuses pâles, oui, mais pas ictériques. non. Elles étaient Voilà. vraiment blanches. En même temps, vu la numération formule qu'il avait, c'était effectivement, ça ne pouvait pas être tellement autrement. On a eu un autre cas là, de pyroplasmose suraigu chez un cheval adulte il n'y a pas longtemps. Et alors lui, il était jaune citron, mais par contre, il n'avait pas une anémie comme ça aussi importante, en tout cas à la prise de sang. Ouais. Mais il n'était pas jaune, ce poulain-là, non. Et pourquoi? Puisqu'avec un tel dosage de bilirubine. Je te remercie de me poser cette question, Sophie, mais You're welcome. je ne sais pas te répondre. Enfin, si, tu veux répondre, Isabelle? Parce que c'était tellement... Isabelle, si tu peux juste parler dans le micro, parce que sinon Ouais. les gens en distanciel ne peuvent pas t'entendre. Merci. Juste une idée qui vaut ce qu'elle vaut, mais et si l'hémolyse était hyper rapide et hyper massive, finalement, si le poulain il a un certain degré d'immaturité ou de lésion hépatique en parallèle, probablement que Oui. les pigments à l'intérieur du globule rouge n'ont pas eu le temps d'être transformés, d'être conjugués par le foie. Et donc peut-être qu'on reste à un stade où finalement il va uriner rouge, entre guillemets, mais il n'y a pas encore d'accumulation de bilirubine qui colore en jaune les muqueuses. Enfin, peut-être. Je vois. Voilà, j'espère qu'Isabelle a répondu à ta question. Merci Isabelle. Et merci Sophie pour ta question, je te retiens. On a aussi une question dans le chat qui est: quel aurait été le traitement de choix dans son cas? Soit une stabilisation, fluido, transfusion INS, plus Carbésia? Oui, c'est ça en fait, c'est ce qu'on a fait. Hein. On l'a réhydraté, en fait, on l'a transfusé tout de suite. J'ai pas le souvenir forcément. Si on a dû lui mettre effectivement, il avait eu de toute façon des INS en plus aussi avant de venir. Il n'avait pas de température quand il est arrivé, donc on n'avait pas spécialement besoin de lui en remettre pour faire baisser la température et oui, le stabiliser et lui faire du Carbésia. Mais en même temps, il y a des cas effectivement suraigus où de toute façon on ne peut pas les sauver. Donc, ouais. Mais oui, c'est ça le traitement de choix. Pas d'autres questions? Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas le temps. Où est-ce qu'elle est, la directrice, notre directrice? Est-ce qu'on a le temps de faire un autre cas? Non, hein. Oui. Le deuxième cas. Alors, qui fait le deuxième cas? C'était Pierre-Hugues. T'es petite. Franchement. Allez. C'est parti. On est dans une écurie de chevaux de pur sang en Mayenne et c'est un nouveau client, donc on n'a pas trop d'historique. Il y a une vingtaine de chevaux présents en 2 cours différentes et ils sont sortis par lot en fonction des âges pour l'entraînement. Et la piste est la piste de l'écurie, juste à proximité. Donc le lundi, il y a le cheval qu'on appellera C1, qui est une jument qui est légèrement abattue, qui présente une température rectale de 39,2, qui avait été vue la veille à 38,8. Elle a des œdèmes des 2 postérieurs, des muqueuses sales. Alors c'est ni franchement blanc, ni franchement jaune, c'est grisâtre. C'est pas franc du collier. Elle a couru samedi, elle n'a pas fait sa course, d'après l'entraîneur. Et il appelle le vétérinaire en disant que voilà, elle avait une sérologie Lyme positive le mois dernier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Une numération formule, une bioche, une biochimie, une injection d'AINS, une injection de Carbésia, on met le cheval sous tétracycline, ou alors on fait un bilan pyrolaïque en sérologie. Et je
crois qu'on a le droit, sur celle-là, de répondre plusieurs trucs. Ouais. C'est un vieux cas, Jean-Yves. Oui, mais c'est un vieux cas. Et on en a encore plein sur les demandes d'analyse. L'art de la pédagogie, c'est de répéter. Donc, majoritairement, une prise de sang pour une numération formule biochimie et puis un bilan pyrrolite cancéro. Alors, moi, enfin, de mon point de vue, je suis plus praticien, hein, mais c'est effectivement sur ce panel-là ce que j'aurais retenu en première intention. Le pyrrolite cancéro, ben non. Non, parce que séro, cas aigu, a priori, il n'a pas eu le temps de séroconvertir. Donc, dans le meilleur des cas, vous allez avoir un résultat qui sera peut-être négatif et vous allez passer à côté d'un truc. Et puis, vous risquez de récupérer des sérologies positives. Hein. Un certain nombre de ces maladies-là, elles ont une persistance du taux d'anticorps qui est assez longue. Des pyroplasmoses, on peut avoir des chevaux qui restent, après une phase aiguë à Babesia-Caballi, qui restent séropositifs pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, donc vous pouvez aussi traîner des sérologies positives qui ne sont pas le reflet de la maladie. Et je rejoins Jean-Luc sur les considérations de la sérologie maladie de Lyme. Donc, dans la vraie vie, il a eu une injection d'AINS et du Carbesia. Et puis, effectivement, il y avait eu une sérologie Lyme de demander. Enfin, pardon, une sérologie pyrrolite de demander. On était le lundi. Le mercredi, notre jument, elle va plutôt mieux. Elle a encore un très léger engorgement des postérieurs. La température s'est normalisée. Par contre, il y a le voisin de box, qu'on appellera C2, qui, lui, présente aussi une hyperthermie à 39,6. Il aurait tout sauté 2-3 fois le matin là, au moment de la distribution des aliments. Et puis l'auscultation est normale, il n'y a pas d'autres symptômes respiratoires, il a juste sa fièvre. Donc même jeu, qu'est-ce qu'on fait? Un écouvillon nasopharyngé pour une déclaration syndrome respiratoire aigu au RESP. On le met sous antibiotiques, on isole C1 et C2. Et on fait un écouvillon nasopharyngé, une déclaration SRA au RESP pour C1 et C2, et non pas que pour C2. Oui, vas-y. Commentaire dans le chat, c'est dommage, il y a un choix unique. Oui, après, je pouvais vous en mettre 20 des trucs à faire. Et il faut se restreindre. Et c'est moi qui vous dis ça. Oui, mais il faut que ça reste un minimum didactique. Réponse à ton commentaire, Pierre-Hugues. Oui, mais isoler, c'est bien. Oui, c'est vrai. J'ai pas dit qu'il fallait pas isoler. Donc oui, isoler, moi je suis assez d'accord. On a 2 chevaux, il y en a un qui rentre de course. C'est quand même, voilà, le voisin de boxe 2 jours après qui est pris aussi. Il y a on va dire qu'au minimum, il y a une suspicion de processus contagieux. Les écouvillons, bah oui. Après, effectivement, à tout prendre, je privilégierais C1 et C2 pour faire les couvillons. D'abord, vous avez le droit jusqu'à 3 chevaux sur un même foyer. Et puis, des fois, quand on est trop tôt dans l'infection, on peut être, on l'évoquait tout à l'heure, légèrement en dessous du seuil de détection. Donc, des fois, celui qui a été malade il y a 2 jours ou décalé de 2 jours, ça peut être le bon client pour faire le prélèvement. Ce n'est pas toujours celui qui est en phase la plus aiguë qui est toujours le plus intéressant. Donc, moi, j'aurais à titre personnel privilégié C1 et C2 en isolement, et puis C1 et C2 pour les écouvillons. Oui.
Oui. À la première intervention. Il avait complètement raison, comme toujours, mais il vous a aussi dit qu'il y avait un principe de réalité et que on fait avec la place dont on dispose. Donc là, c'était plus facile d'isoler C1 et C2, parce que vous allez voir qu'il y avait 2 box coup de bol de libre. Alors, c'est de l'isolement très relatif qui a été mis en place, mais là aussi, on fait avec les disponibilités, c'est-à-dire qu'il y avait 2 box dans la cour qui étaient un peu éloignées des copains, donc ils ont été mis là. Il faut avoir la chance d'avoir une cour où on a de l'espace de libre, ou voir des box d'isolement. Si vous pouvez avoir des box d'isolement pour des process contagieux, c'est encore mieux. Mais voilà, dans la réalité, là, les 2 chevaux ont été isolés. Il y a eu un bilan SRA de fait que sur ces 2. Et puis, il y a quand même eu un traitement avec des antibiotiques triméthoprim sulfamide qui ont été mis en place sur ces 2. Jeudi matin, on a les premiers résultats de C1, donc prise de sang du lundi pour un bilan séropyrolaïque. Je vous rappelle qu'ils reviennent. Et là, on est bien avancé. Positif à Teleria équi en séro, juste au seuil. Positif à Babesia cabalide de dilution au-dessus du seuil. En anaplasma phagocytophyllum ou Ehrlichia équi, ça dépend comment on veut l'appeler, la sérologie est positive. En borréliose, on a une sérologie positive. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de sérologie positive en lepto, mais je vous ai dit, peut-être qu'il n'a pas encore eu le temps de séroconvertir, donc peut-être que la vérité, elle est là. Donc, moi, à ce stade-là, ça, je ne sais pas trop interpréter facilement quand même. La seule chose que je pourrais en dire, c'est que c'est un cheval qui, visiblement, a vu des tiques. Soit, si on prend Teleria équi, on peut peut-être se dire que c'était peut-être ça s'il est au début d'une séroconversion, et on était en phase de tout début, mais ça peut être aussi, il peut traîner un vieux reste d'anticorps d'une infection ou d'une infestation plus ancienne. Borréliose, la bonne nouvelle, c'est qu'un mois après, il est toujours positif, mais voilà, il y a 20% des chevaux qui se portent bien, qui sont séropositifs en borréliose, donc voilà, peut-être qu'on est sur ce cas-là. En tous les cas, on n'a pas d'éléments à ce stade-là pour conclure. Bon, mais je vous ai presque donné... Qu'est-ce qu'on peut conclure, en tous les cas, selon vous, de tout ça ? Oui, je veux bien. On aurait même pu mettre... pyroplasmose avec un S. Bon, a priori, tout le monde part sur plutôt une maladie respiratoire aiguë, j'imagine, compte tenu de la contagiosité présumée entre C1 et C2. Pour l'instant, en tous les cas, on attend toujours les résultats du bilan SRA, enfin, syndrome respiratoire aigu, qui ont été faits. Et le bilan arrive le jeudi soir, et tout est négatif. Donc, a priori, soit il y a un vrai bug, ou alors peut-être que ce n'est pas l'un des virus qui était dans la liste du bilan SRA du RESP aussi. Ou peut-être que les écouvillons étaient trop petits, ou peut-être que ce n'était pas le bon cheval qu'il fallait prélever. Ou peut-être que ce n'était pas ça. Oui, on voudrait savoir, au vu du bilan du SRA, si vous changez d'avis.
Ah bah, il était vacciné grippe et rhino. C'est un cheval de course pur sang qui a bien appris sa leçon. Mais c'est un vieux cas, mais c'est un bon entraîneur. Vas-y Coralie, parce qu'apparemment il n'y a plus de vote. Donc, a priori, vous persistez. Donc il faut savoir des fois avoir des convictions. Hein. Mais on verra après si vous avez raison. Oui, il y a un petit soupçon de doute quand même qui s'installe. On est toujours jeudi soir. On a les résultats et puis l'entraîneur appelle parce que finalement C1 refait un peu de fièvre. Et puis dans la deuxième cour, il y a C3, une femelle là, et C4, il y a un hong, qui font de la fièvre aussi. Donc ils font de l'hyperthermie et des symptômes associés. Ils ont un peu d'œdème, et par contre ceux-là, ils font de l'ictère, un peu plus franc. Et C3, en plus, elle a couru la même réunion que C1. Et elle a voyagé avec C1. Mais par contre, elle a pris des sous. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On persiste à faire notre syndrome respiratoire aigu et on attaque C3 et C4. On fait un écouvillon nasopharyngé, une déclaration de syndrome respiratoire aigu avec C3, C4. Et puis, on a C1 là, qui remonte en fièvre, donc on lui colle quand même des tétracyclines parce qu'on élargit un peu. Parce qu'elle a quand même été Lyme positif le mois dernier, et toujours Lyme positive. Il y a une borréliose, il y a une sérologie anaplasma aussi qui est positive. Là, bon, est-ce qu'on fait une numération formule et sur qui? Est-ce qu'on fait une prise de sang, une déclaration pyrolike au RESP, donc PCR, dans ce cas-là? Et est-ce qu'on fait donc NF et déclaration pyrolike? Donc je ne vous cache pas que là, ça commence à être un peu l'affolement dans l'écurie. Hein. Ils sont en Mayenne, mais ils ont pris la voiture pour amener les prélèvements le soir. Hein. Et donc, c'est assez sympa. Je trouve que c'est relativement représentatif de l'état d'esprit dans lequel tout le monde était, devant le téléphone, derrière le téléphone, dans la cour. C'est-à-dire que tout le monde se grattait un peu la tête avec tout ça. On peut après on peut aussi compiler. Hein. J'aurais tendance à faire, à titre très personnel, là aussi, du 1 et du 5. Pour me dire, bon, on a peut-être raté un truc sur nos virus respi, là, et puis, est-ce qu'il n'y a pas quand même autre chose qui traîne, hein, parce qu'on n'a pas fait d'hématobioche pour l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui pourrait nous aider? Dans la vraie vie, il y a eu un traitement au tétracycline avec un S2,5 pour C1, du Carbesia et un AINS pour C3 et C4. Là, on commençait à sortir les rames et l'ensemble de l'arsenal. Dans les examens complémentaires, une déclaration, donc syndrome respiratoire aigu pour C1 et C4. Donc on reprend l'ancien et puis un des nouveaux. Et puis une déclaration pyrolike pour C1, C2 et C4. Plus une numération formule, une biochimie sur C1, C3 et C4. Donc on est toujours jeudi soir. Hein. Vendredi soir, les résultats tombent sur le syndrome respiratoire aigu. C'est toujours négatif pour l'ensemble des paramètres qui sont dans le syndrome. Par contre, on a une PCR-EHV2 qui est positive au bout du nez, une PCR-EHV pour un cheval, C1, donc la première jument touchée, et puis C4, il est positif en EHV2 au bout du nez, et en EHV2, en EHV5, on a donc C1 et C4. Donc là-dessus, on pourra rediscuter un peu de ça. Les hématos, qu'est-ce que ça nous dit? On a quand même plutôt des chevaux qui sont un petit peu sur le bord bas en rouge. Hein. En blanc, on a C1 qui fait une leucocytose.
Et les autres sont plutôt là aussi sur la fourchette basse. On a des chevaux qui ne sont pas très très relevés en hémoglobine. Notre C1 qui fait plutôt des globules rouges qui sont un peu plus gros. Les autres sont plutôt avec des globules rouges, on va dire, de taille normale. Alors, je vous ai mis que les résultats en pourcentage. Il faut toujours s'en méfier malgré tout entre les valeurs absolues et les pourcentages. Mais on a une neutrophilie sur C1. Les autres sont plutôt en lymphocytose, avec une petite augmentation des lymphocytes. J'attire juste votre attention quand même sur les 15% de monocytes de notre ami C1. Et puis, on a C1 qui est sur des valeurs de plaquettes normales, mais par contre, les deux autres qui sont un peu faiblards. Une bilirubine qui est augmentée sur C3, C4. Bon, on avait vu qu'ils avaient une muqueuse jaunâtre, donc ce n'est pas forcément un scoop. Hein. Et puis des protéines totales qui sont quand même augmentées pour C1 et qui sont dans les fourchettes pour les deux autres. Pardon. Donc à ce stade-là, on a plutôt, on va dire, on pourrait considérer que C3, C4 ont une légère anémie et avec plutôt une lymphocytose, une thrombocytopénie. Et puis C1, si on part du principe qu'il a le même problème, parce que ça c'est un préalable qu'on a tous fait hein, quand même, il a lui au contraire plutôt une leucocytose neutrophilique et une hyperprotéinémie. Donc on a fait en systématique, de toute façon quand on a des anomalies sur l'hémato-infroti, et sur les 3 chevaux. Et donc sur C4, on avait des éléments de type Teleria equi et pas de parasites objectivables pour C1 et C3. Et là, normalement, il y a le coin des spécialistes. Donc, vous voyez qu'il y a des petites choses là. Sur la première photo, là, vous avez aussi des hématies avec des petites inclusions. Vous en avez d'autres ici. Et puis là, vous avez un autre frottis avec des inclusions aussi, qui sont des inclusions plutôt dans les neutrophiles. OK ? Et donc maintenant, on va voir si vous pouvez me remplacer. Parce que j'en ai ras-le-bol de ces cas comme ça. Et donc, lequel de ces frottis représente pour vous un frottis à Teleria equi ? Je la vois, c'est... Donc le frottis numéro 1, le 2, le 3 ou le 4. Bon, normalement, il y a une réponse qui doit d'emblée être écartée, mais... Allez, il n'y en a que 14 qui veulent jouer. Parce qu'on a quand même donc 3 images de frottis avec des inclusions dans les globules rouges et une image avec des inclusions dans des globules blancs. Donc, vous avez 21% des personnes qui ont identifié de l'anaplasmose, hein, ces petites inclusions dans les neutrophiles. C'est Anaplasma phagocytophilum, hein, c'est des morula d'anaplasma. Là-haut, sur l'image numéro 1, vous avez du Babesia cabali. Babesia cabali, en général, quand on le voit, alors il ne faut jamais oublier qu'on les voit en 2 dimensions. Hein, donc vous pouvez les voir dans leur forme piriforme, d'où la pyroplasmose, hein, les formes en forme de poire assez classiques, mais vous pouvez les voir aussi par-dessus, donc ça peut faire des ronds. Hein. Donc méfiance quand même. Mais en tous les cas, sur le 1, c'est du Babesia cabali. Et Babesia cabali, normalement, quand on a les formes piriformes, c'est plutôt en forme de V, comme ça, très évasé, avec les 2 Babesia qui sont le long du bord de l'hématie, hein, et avec une taille de chaque petite poire qui est supérieure à la taille du rayon de l'hématie.
Ça va pour tout le monde? Hein? Donc c'est des grands trucs. Le deuxième, ce sont des cordes OL jolies. On le voit des fois sur des chevaux quand il y a des cas d'anémie, par exemple. Hein. Ce sont des inclusions, c'est des petits bouts d'ADN qui restent de l'époque où les hématies, dans leur formation, elles avaient encore un noyau avant de devenir anucléées. Le troisième, c'était bien le cas de Teleria equi. Alors vous aviez une image, c'est l'image classique qu'on rencontre, hein, ça a été montré, je ne sais plus si c'est Jean-Luc tout à l'heure ou Isabelle, avec les figures sur les deux chevaux, là, hein, avec la croix de Malte. Ça, c'est l'image hyper caractéristique. Des fois, vous l'avez juste dessous. Ça peut être un élément unique quand même, donc méfiance à ça. Donc le 4, on en a parlé tout à l'heure, c'était de l'anaplasmose. Hein, donc je veux dire, oui, sur les frottis, faites-en. Faites attention aussi. Il y a des pièges. Il y a des fois, quand vous avez des bains de colorants qui sont un peu anciens, ça peut faire des petites granulations qui sont au-dessus des hématies, pas dans les hématies. Et on a l'impression d'avoir des petites inclusions partout. On se dit, chouette, il y a un truc. Non, c'est juste les bains qui sont un peu anciens, donc il faut les renouveler, hein, vos colorants. Donc voilà. Mais il faut en faire. Quand vous les cherchez, cherchez-les plutôt en bord de frottis. Et vers la queue, là, quand vous faites, ça fait comme une queue de comète, les hématies parasitées, elles sont plutôt sur la queue de la comète et en bord de comète. Oui. Sur les frottis, c'est comme sur les chiens, on a une meilleure sensibilité sur le frottis périphérique. Oui, c'est mieux. C'est plus compliqué à faire, bout d'oreille, bout de nez. La plupart du temps, on les fait sur le sens veineux central. Hein, mais c'est vrai que si on veut potentialiser nos chances, il faut mieux les faire sur du sang. C'est enrichi en tous les cas en hématies parasitées. Si on revient sur nos résultats de bilan Pyrolike PCR, alors je dis PCR un peu par extension, puisque dans le bilan PCR Pyrolike, je vous rappelle qu'il y a du West Nile qui est fait en sérologie, mais en IgM, pour des anticorps précoces, et puis il y a de l'anémie infectieuse, dont le diagnostic aujourd'hui en France ne se fait que par sérologie avec un test de Coggins, hein, ou l'immunodiffusion en gélose. Donc voilà ce qui revient. En fait, nos 3 chevaux, C1, C2 et C4, sont positifs à Teleria equi en PCR. Et on a juste C1 qui est toujours positive en sérologie borréliose, parce qu'il y avait eu de demander ces examens-là en plus du reste. Et puis donc des PCR borréliose qui sont négatives. J'allais dire, faire des PCR borréliose sur du sang veineux central, sur un accès aigu, c'est le meilleur moyen de ne pas en trouver. Mais ça peut être une bonne façon d'être sûr que ça n'en est pas. Voilà. Si on essaye de voir un peu ce que vous concluez de tout ça, est-ce qu'on a une pyroplasmose à Teleria equi, un virus qu'on n'a toujours pas trouvé avec un portage asymptomatique de Teleria equi? Il faut peut-être changer de veto et de labo, ou alors on est bien sur une maladie de Lyme. Je vous rappelle, on avait de l'EHV5 sur le bout du nez de plusieurs chevaux et de l'EHV2 sur 1. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, maladie de Lyme, je déflore un peu les résultats avant, mais ça n'a plus l'air de trop voter. Pour moi, il y a un cheval seulement sérologiquement positif et le reste non. Et c'est une sérologie positive, ce n'est pas de symptômes suffisamment évocateurs. Les NUM ne sont pas trop en faveur. Il y a effectivement une leucocytose neutrophilique associée à C1 qui a une sérologie maladie de Lyme, mais il était déjà positif un mois avant. Hein, donc, moi, ce n'est pas l'hypothèse que je retiendrai. Changer de veto et de labo, c'est toujours une option. Mais n'empêche qu'il faut que là, on ait le pied dans les bottes. Il faut qu'on essaye de trouver ce qui se passe quand même là. Hein, donc, et puis, moi, à titre personnel, je mettrais une pièce sur une pyro à Teleria equi sur l'ensemble des chevaux.
EHV5 au bout du nez, pour moi, s'il n'y a pas de HV5 de trouver sur une cytologie respiratoire associée à des lésions des cellules de l'arbre respiratoire, je considère que c'est de peu d'intérêt et j'ai tendance à traiter ça surtout par du mépris comme résultat. C'est mon traitement principal pour EHV5 au bout du nez. EHV2, ça peut se discuter. Maintenant, je préfère toujours en avoir associé à des lésions de l'épithélium respiratoire. Là, ça m'intéresse. Sur un bout du nez, c'est compliqué à conclure. Et là, en plus, on n'a qu'un cheval sur le lot qui est touché. Donc, j'aurais tendance pour ça à privilégier, alors on peut toujours avoir d'autres virus, mais à privilégier la piste Theileria. Alors, si on ramène ça à l'hémato, on a fréquemment sur les cas aigus, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on a un tableau qui n'est pas si déconnant que ça, avec une petite anémie de l'hémolyse, plutôt des lymphocytes et une thrombocytopénie. Et souvent en pyro, au bout de quelques jours, il y a une leucocytose neutrophilique qui apparaît. Et il y a une espèce d'effet rebond, comme ça, au bout de quelques jours. Hein. Donc, moi, je trouve que les hématos allaient plutôt bien aussi avec, sur C1, là, comme on l'a eu le jeudi soir, avec une phase évolutive. Et puis, très fréquemment, au bout de quelques jours, on a aussi une évolution avec de la monocytose qui arrive sur les cas de pyro. Donc, dans la réalité, il y avait un traitement Carbesia double dose à 72 heures d'intervalle pour les 4 chevaux qui a été mis en place. Il y a une amélioration clinique qui a été obtenue en 48 heures, pas de récidive en tous les cas sur le temps qui a duré le suivi de l'écurie, où on s'appelait quand même de temps en temps pour prendre des nouvelles parce que c'était un cas qui a gratté pas mal de têtes. Mais alors vous allez me dire, c'était bien mignon, mais la pyro, c'est pas contagieux quand même. Et là, on a quand même 4 chevaux en 4 jours qui ont été pris. Donc, tu es complètement à côté de la plaque. Ben, peut-être. Donc, on a essayé de faire une petite enquête quand même, parce que, voilà. Il y avait un autre cheval qui a voyagé avec les 2 autres pour aller courir le samedi, là, le C5. Et lui, il n'a pas été malade du tout. Pourtant, il a voyagé dans le même camion, il était sur le même champ de course. Tous ces chevaux-là, ils sont 100% box, sauf quand en période de repos, ils partent à l'herbe. Hein, et ils vont tous sur la piste d'entraînement et ils passent tous devant un bosquet. La piste, elle est en herbe rase. Enfin, autour de la piste, c'est que de l'herbe rase, il n'y a pas de haie, il n'y a pas de machin. Mais par contre, il y avait un petit bosquet devant l'entrée de la piste. Et l'entraîneur, il a été pris d'un coup de sang et il a mis un coup de bulle là-dedans. Et il a fait sauter le bosquet. Moi, j'ai eu des nouvelles 6 mois après, il n'y avait plus d'ennui depuis que le bosquet a sauté. Donc, une des hypothèses, c'était qu'il y avait sans doute un foyer de tiques qui était là et que tous en passant par l'eau, et ben, ils sont tombés sur une période d'activité un peu intense des vecteurs et ils se sont chopés des tiques et ils ont tous développé une thélériose dans un laps de temps très court. C'est en tous les cas l'interprétation qu'on en a faite. Je ne prétends pas qu'on a eu la vérité absolue là-dessus, mais c'est comme ça qu'on a conclu les choses. Et je trouvais que ça collait plutôt pas mal avec l'ensemble des choses. C'est en tous les cas la piste qui nous a permis de rabouter un peu tous les cas. C'était juste pour dire que voilà, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure qu'il faut évidemment, et je suis le premier quand j'ai des coups de fil, toujours demander le contexte, l'historique du cheval, l'historique de l'écurie, etc., etc. C'est des éléments essentiels à prendre en compte dans votre et dans notre diagnostic commun. Mais il faut aussi savoir de temps en temps prendre un peu du recul parce que c'était pas une maladie contagieuse. C'était du Canada Dry de maladie contagieuse, mais c'était pas une maladie contagieuse. Donc voilà. Et puis de ne pas oublier, ça on l'a déjà dit ce matin, mais je ne peux que souscrire à ça, à faire de l'hémato, de la bioche en screening au démarrage, parce que ça peut permettre de débroussailler pas mal les cas, même si ça ne donne pas toujours la solution, mais ça permet d'orienter quand même de façon intéressante les choses. Voilà, j'en ai terminé pour ce cas, moi. Merci de votre attention. Donc merci Pierre-Hugues. Alors on va juste faire
3 minutes de questions parce qu'à 13h, il faut que tout le monde soit dehors parce que le spectacle va avoir lieu à 13h et on mangera après. Donc je passe le micro. Merci. Éleveur dans le sud Mayenne. Si vous parlez qu'il faut qu'on commence à arracher les haies, on va être rattrapé aussi par l'écologie, etc. Moi qui suis un ancien éleveur de bovins, j'ai rencontré aussi ces problèmes-là avec une haie. Et mon vétérinaire m'a rappelé qu'on a oublié un certain nombre de bases. Et la base, c'est que tous les 9 ans, un fermier, en général, coupait et élaguait ses arbres, refaisait le bois, et après on repartait avec des pousses neuves. Et c'est tout à fait légitime, en fin de compte. On irradie aussi tous ces insectes micrologiques qui sont à l'intérieur des bois, non pas en rasant la haie, mais en effectuant de l'élagage régulièrement. Ah oui, je peux que souscrire. Je ne vous dis pas qu'il faut faire sauter toutes les haies, hein, ce n'était pas le propos. Je dis juste que je vous ai raconté ce qui s'est vraiment passé. C'est comme ça que ça a été en partie solutionné sur du moyen terme. Alors oui, c'est aussi toutes les herbes hautes, les zones de refus, etc., etc. Oui, c'est laborieux, c'est du temps passé, c'est souvent ce qui nous manque. Ça demande du personnel, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Après, il peut peut-être y avoir des idées de copâturage, des copâturages aussi, de s'arranger avec des éleveurs de moutons, de chèvres qui peuvent peut-être un peu faire du débroussaillage aussi de ce côté-là. Mais oui, c'est évidemment une chose à laquelle il faut penser parce que on a ça. Dans une vie antérieure, j'ai fait un peu de canine dans cette ville et en plein centre-ville de Caen, j'ai eu des cas de pyroplasmose sur des chiens de papy et mamie qui habitaient dans une résidence pas très loin d'ici où, hormis du bitume et de l'herbe, il y avait juste, là aussi, un bosquet avec des petites fleurs et des graminées qui étaient là. Et le chien sortait tous les soirs faire sa crotte à côté du bosquet, parce que c'est mieux. Et donc, déjà, il ne fait pas sur le trottoir, c'est déjà une bonne nouvelle. Et oui, c'était un beau cas de pyro à Babesia canis. Donc voilà, donc, c'est des petites bêtes, des tiques qui sont quand même très résistantes, qui se mettent dans plein d'endroits. Donc effectivement, l'entretien des herbes hautes, des bords de piste, etc., des bords de prés, c'est des choses qu'on ne peut que promouvoir. C'est bon ? Bonjour, je voulais juste rappeler une chose, c'est que le Carbésia est aussi un traitement préventif. Ça fait partie de ces indications. Donc c'est vrai qu'on dit souvent ne faut pas en faire à tout va. D'un autre côté, il a aussi cette indication de prévention des babésioses. Claire, est-ce que tu as une durée de rémanence? Dans mon souvenir, c'était 3 semaines, mais... Honnêtement, ouais. Je ne sais pas, il faut que je cherche, mais n'empêche que ça fait partie des indications. Oui. Chez les bovins, ils ont l'air de dire que c'est plus que ça. Hein. Les personnes, enfin les vétomix que j'avais interrogées là-dessus avaient plutôt l'air de dire que c'était de l'ordre de 3 à 4 mois. À voir, mais à travailler. Alors, il y a... Ouais, moi j'avais ce souvenir-là chez le chien, ouais. Et par contre, avec effectivement, en faisant attention aux effets, j'allais dire, associés de coliques, etc., qui sont quand même, ça les secoue quand même un peu. Et un point qu'on n'a pas aujourd'hui, à ma connaissance, pas grand monde a. On a eu un échange avec un collègue aux Pays-Bas là-dessus, où il avait l'impression d'avoir dans certains coins des souches qu'il aurait qualifiées de résistantes au Carbésia. Alors c'était du Teleria écuit, donc on sait qu'on n'arrive pas à les blanchir comme il faut, les chevaux, il faut être clair en Teleria. Mais voilà, c'est aussi un point aujourd'hui qui n'a pas du tout été abordé par personne à ma connaissance, c'est la résistance des pyroplasmes aux antiparasitaires. Bon, on va juste... C'est juste qu'il y a des petits commentaires dans le chat. Oui, mais je crois qu'il faut... Ouais. En disant que le Carbésia est hors AVM chez le cheval désormais, ouais. Par rapport à la première question. Il y a aussi, donc, du coup, en préventif, en cas d'effet secondaire grave, quelle est la légitimité et en termes de RCP, quelles sont les conséquences. Et un autre commentaire qui est exclusion de la filière bouchère et Carbésia, du coup. Mais si c'est hors AVM, on a répondu à la question. Donc,
on va arrêter là pour l'instant. Donc, je vous laisse prendre vos manteaux, s'il vous plaît. On va aller dehors voir le spectacle et le déjeuner sera juste après. Merci beaucoup. On se retrouve à quelle heure, Anne ?